Alors, bonjour à tout le monde. Albert Herskovitch du RAR. La première précision, en dehors bien sûr des histoires de téléphone, voilà, c'est que la session, notre rencontre d'aujourd'hui est filmée. Et d'ailleurs, bien sûr, j'en profite pour remercier Bernard-Henri Beccarelli, qui est le vidéaste officiel du RAR et des Jeux Olympiques, et qui filme, à la gentillesse de filmer, il est membre du RAR aussi, à la gentillesse de filmer, et vous pouvez retrouver toutes les... Par exemple, la précédente rencontre du 15 octobre et d'autres choses sur le site du RAR, dont je vous rappelle qu'il est d'une simplicité biblique, puisque c'est rar, R-A-A-R, .info. Et donc, vous aurez tout ça à votre disposition. Vraiment, merci beaucoup, Bernard. Donc, on tient cette réunion publique du RAR dans des circonstances particulières, est-il besoin de le préciser. Ça sera l'objet de la deuxième partie qui viendra assez vite de notre après-midi. La guerre au Moyen-Orient avec ses risques immenses, existentiels, la loi immigration et un point qui est souvent peu discuté, que malheureusement on ne pourra pas détailler aujourd'hui, mais sur lequel on devra revenir, ce qui se passe en Allemagne, où vous avez pu voir que suite aux révélations sur le plan de remigration, c'est-à-dire d'expulsion de millions d'étrangers et d'Allemands non assimilés, révélés avec un néo-nazi qui s'appelle Martin Sellner, qui dans sa jeunesse d'ailleurs collait des croix gammées. Son sport c'était de coller des croix gammées sur les synagogues autrichiennes. Ça a été filmé, etc. Et suite à ça, vraiment une mobilisation absolument incroyable en Allemagne, avec des millions de personnes maintenant qui ont manifesté, des manifestations qui ont dû être arrêtées parce qu'il y avait trop de monde et qu'il y avait un risque que les gens tombent dans les rivières, les lacs, etc. Et d'ailleurs, quelque chose de très touchant, d'une certaine manière, quelque chose de très touchant, c'est que hier, le 27 janvier, journée internationale des génocides, puisque ça correspond à ce qu'on appelle la libération d'Auschwitz, mais qui est en réalité la découverte du camp d'Auschwitz par les troupes soviétiques, qui n'étaient pas au courant de l'existence, qu'on n'avait pas prévenu de cela. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté, notamment 100 000 personnes à Düsseldorf, mais bien d'autres encore. Donc il y a quelque chose qui est très très intéressant. Voilà. Juste encore quelques mots sur le RAR, puisque certains d'entre vous connaissent, bien sûr, et d'autres ne connaissent pas. Le RAR est une organisation qui existe maintenant depuis plusieurs années, réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Chacun des mots de cette définition a son importance. C'est une convergence de gens de gauche, au sens très large, agissant dans le domaine du racisme et de l'antisémitisme, qu'ils soient juifs ou non juifs, ça n'est pas une organisation juive, et qui agissent contre tous les racismes. Juste un petit, vraiment minuscule rappel de ce qu'on a fait dans la dernière période. Donc je rappelle encore une fois que nos communiqués, textes, déclarations se trouvent sur le site du RAR. Et je remercie au passage ceux qui s'occupent du site du RAR, Fabrice Adelaville, Frédéric Rebel et d'autres qui élaborent tout cela. Nous sommes un mouvement à ce stade 100% bénévole, aucune subvention, totalement indépendant de qui que ce soit, d'aucune institution et tout et tout. Donc vraiment, je rappelle en ultra accéléré, nous sommes intervenus devant plusieurs centaines de militants de la CGT le 5 octobre, à l'invitation de la CGT. On a fait ici même un débat avec les partis politiques de gauche le 15 octobre. On a commémoré la nuit de cristal le 9 novembre. On a marché contre l'antisémitisme le 12 novembre, tout en protestant contre la présence
du RN dans cette manifestation. Nous avons marché aussi contre les violences faites aux femmes le 19 novembre, avec des problèmes graves qui sont apparus dans cette manifestation à propos de viols de femmes le 7 octobre. Mais ça, nos intervenantes de tout à l'heure, Anna Assouline et Olia, en parleront. Puis, en décembre, un webinaire très animé et très... oui, animé, c'est le mot, avec l'historien Tal Brutman, et de nombreux communiqués et déclarations sur la situation en Israël et Gaza, un soutien aux initiatives du mouvement des guerrières de la paix, dont la représentante, la porte-parole, prendra la parole tout à l'heure, et aussi un soutien dans un premier temps croissant au mouvement en Israël qui s'appelle Standing Together, Omdim Beyachad, en hébreu, qui est un mouvement réunissant juifs et arabes pour la paix. Voilà, et bien sûr, participation importante aux manifestations, mobilisations antiracistes, notamment contre la loi immigration. D'ailleurs, certains d'entre vous qui sont présents aujourd'hui ont eu connaissance de cette réunion par le tract qu'on a distribué ce jour-là. Je passe la parole avant, il y a Frédéric, mais avant de passer la parole à Christophe Dadouche, Frédéric va nous dire quelques mots. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette réunion publique du RAR. Je voulais juste rappeler quelques règles fondamentales pour le débat. Donc après les interventions de Christophe Dadouche et après celle de Anna Assouline, on donnera la parole à la salle, donc vous pourrez poser des questions. On vous demande simplement de limiter vos questions à 3 minutes. Et j'aurai cette petite pancarte pour nous tenir au temps. Si on demande ça, c'est pour laisser un maximum de personnes la possibilité de parler et d'exprimer leurs opinions et poser leurs questions. Elle a dépassé les 3 minutes. Non, c'était pour vous montrer comment on procéderait en cas de dépassement. Merci Frédéric. De rien. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on donne une importance à la parité. Donc on va pratiquer ce qu'on appelle la fermeture éclair, c'est-à-dire que si un homme parle, après on donne la parole automatiquement à une femme. Et on fait ça pendant toute la réunion, parce qu'on veut qu'il y ait une parité dans les prises de parole, comme on a une parité parmi nos invités. On a une femme et un homme. Donc voilà. Bon merci d'être venus, et puis je vous souhaite un bon débat. Voilà. Comme une femme a parlé, je peux dire quelques mots. 3 minutes. 3 minutes, non. Pas un seul mot de plus. La parole est à Christophe Dadouche, qui est coprésident du GISTI. Le GISTI, groupe d'information et de soutien aux des immigrés. Dans le temps, ça s'appelait des travailleurs immigrés. Est une organisation pour laquelle je dois dire que personnellement j'ai le plus grand respect, créée en 1972 dans les suites de mai 68 et qui depuis n'a jamais dévié de sa route, c'est-à-dire travailler sur toutes les questions liées aux migrations, au racisme, et Christophe va nous en dire plus, notamment avec la revue Plein Droit et plein d'autres choses. La parole à Christophe. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc Christophe Dadouche, donc je suis juriste et coprésident du GISTI. Alors on a une parité aussi à la présidence du GISTI depuis 2 ans, puisque c'est avec Vanina Rociccioli qu'on co-anime cette présidence du GISTI. Alors Albert a eu la gentillesse de le dire, on fête cette année les 50 ans du GISTI. La date officielle de la création du GISTI, au début c'était une création quasi clandestine, officiellement c'est 73. Et donc, c'est 50 ans de combat sur les questions migratoires, et on va voir d'ailleurs que des sujets sur lesquels on se bat depuis 50 ans réapparaissent. Peut-être pour mémoire, la création du GISTI, c'était les circulaires Marcelin Fontanet, je ne sais pas si ça parle, c'est le ministre-là de l'époque, qui avait souhaité bloquer le regroupement familial, qui souhaitait que les migrants puissent rentrer, mais pas les épouses et pas les enfants. Et donc le GISTI s'est créé en attaquant à l'époque les textes qui visait à restreindre les venues des familles. C'est important de le redire parce que dans la loi immigration, on voit réapparaître cette petite musique
on a besoin de la main-d'œuvre, mais si possible célibataire et castré. Et donc, on continue à se battre, nous, pour que le droit de vivre en famille puisse être, parmi d'autres, un des droits reconnus aux étrangers. Alors voilà, le GISTI est une association antiraciste un petit peu particulière, parce qu'on n'est pas sur toutes les formes de racisme. Nous, on est principalement sur les discriminations faites à l'égard de la nationalité. Il y a d'autres associations qui travaillent sur les questions de discrimination à l'embauche, contrôle d'identité, etc. Nous, c'est le critère de nationalité qui anime nos actions. Et évidemment, on est au cœur depuis quelques mois de cette fameuse loi Darmanin sur laquelle je voudrais revenir. Et peut-être dire en quoi, effectivement, on a atteint là un sommet, malgré la décision du Conseil constitutionnel dont on va reparler. On n'aime pas tellement utiliser, c'est pas la culture du GISTI, à l'excès certains termes, mais là on peut vraiment parler d'une loi raciste. On n'a pas l'habitude d'utiliser, de dévoyer des termes qui sont importants, de même manière qu'on ne doit pas dévoyer les termes d'antisémitisme, le terme de racisme ne peut pas être dévoyé, ne peut pas utiliser des mots comme ça. D'ailleurs, même eu toujours du mal, dans certains communiqués associatifs, à utiliser le terme de rafle, de ceci ou cela. Il y a des mots qui sont qui peuvent pas être utilisés impunément et dévoyés. Mais cette loi atteint des niveaux de xénophobie d'État assez rares. On a toujours l'habitude d'avoir dans les lois immigration un volet dur, et puis toujours des dispositions plutôt favorables, qui d'ailleurs sont là pour faire passer le volet répressif. Les lois Sarkozy, rappelez-vous, étaient extrêmement répressives, mais il y avait l'abolition de la double peine. Et il y a toujours comme ça le petit hochet, mais là on cherche toujours le volet un peu ouvert, un peu tolérant, respectueux des droits des personnes. Alors j'entendais sur quelques plateaux télé des ministres dire, bah si, le volet gauche de cette loi, c'est la régularisation par le travail. J'entendais Clément Beaune dire cette loi s'appuie sur une jambe gauche et une jambe droite. La jambe droite, c'est les expulsions, c'est ceci, et la jambe gauche, c'est la régularisation par le travail. Bon. Alors la régularisation par le travail, c'est tout, sauf de gauche. C'est une revendication du patronat, historique du patronat, qu'il a utilisé dans les années 50-60. Alors à l'époque, le patron, il débarquait dans les bureaux de l'OFI, de l'époque, de l'OMI, pardon, de l'époque, pour régulariser les gens qu'il avait embauchés en dehors du cadre légal. Et il y a toujours eu, du côté du patronat, la volonté de faire venir des gens. Donc, alors que ça puisse profiter à un certain nombre de personnes, effectivement, parmi les sans-papiers, un certain nombre ont défendu cette disposition. Mais au départ, c'est pas une disposition qui est dans l'intérêt des personnes. C'est une revendication du patronat très forte, puisque vous savez qu'il y a des métiers sur lesquels on n'arrive pas à embaucher. Bon, donc, voilà, tout ça pour vous dire que c'est soit une loi de droite sur certaines dispositions, celle que je viens de citer, soit une loi d'extrême droite sur d'autres dispositions. Mais en tout cas, si c'est ça la gauche, on est mal barré. Alors, en quoi c'est une loi qui est profondément raciste? Alors d'abord, il faut lire, en dehors de la lettre du texte, les débats parlementaires. Et là, vous avez la nausée. Il y a des sorties, je ne vais pas ici leur rendre grâce, mais on a atteint des sommets de surenchère avec des propos qui étaient... On avait toujours l'habitude d'un ou deux parlementaires qui dérapaient, mais là, ça a été la déferlante de propos les plus extrêmes possibles. Je ne vais pas les reprendre, mais en tout cas, je vous dis, on essayait de suivre le cheminement de la loi, et en même temps, j'avais du mal à lire les extraits des débats parlementaires, parce que à chaque fois que je lisais une phrase, j'avais envie de couper, d'éteindre tout, parce que je me disais, putain, c'est pas ça, quand même pas, à ce niveau-là, à l'Assemblée nationale, au Sénat, tenir de tels propos, avec un certain nombre de postulats idéologiques qui sous-tendent cette loi. Alors tout le volet ordre public, ce qui sous-tend cette loi, c'est le lien qui est fait entre immigration et délinquance. Je ne vais pas ici détailler tout ça, mais... Je crois qu'on a eu là, pendant tous les débats parlementaires, des raccourcis permanents. Immigration, délinquance, délinquance, immigration, à ne plus en finir. Alors je dis débat parlementaire, mais ça s'auto-alimentait tous les jours sur CNews ou Hanouna, qui chaque jour en rajoutait sur délinquance, immigration. Et à chaque fois qu'il y avait un fait divers, on disait c'est bien la preuve. C'est bien la preuve. Alors si c'était un étranger, ou si c'était pas un étranger, mais qu'il était d'origine étrangère, et puis on allait... creuser peut-être à la 5e génération pour essentialiser en disant il doit avoir des origines étrangères.
s'il a commis de tels faits. Donc premier postulat idéologique, premier raccourci, délinquance, immigration. On peut même aller plus loin, terrorisme, immigration. Puisque cette loi est votée, il y a un certain nombre d'attentats, et on entend sur les plateaux de télé Darmanin dire face au terrorisme, il faut durcir les lois sur l'immigration. Alors, il y a quelques auteurs de faits terroristes qui, effectivement, sont des étrangers, et puis, il y a aussi un certain nombre de nos compatriotes, ne nous en déplaise, et qui ne sont pas étrangers, qui sont nés ici. Et ça doit tous nous inquiéter, nous poser des questions. Qu'est-ce qui fait que des jeunes d'ici, que des personnes d'ici n'aient pas d'autres ambitions, d'autres objectifs que de tels actes? Mais arrêtons d'essentialiser terrorisme, immigration. Arrêtons également d'essentialiser ou de considérer que les étrangers ne veulent pas s'intégrer. Et ça, il y a à peu près 5 ou 6 dispositions qui sont là pour poser le principe qu'ils sont difficilement assimilables et que les seules formes d'assimilation, c'est sous contrainte. On a toujours dit l'absence d'assimilation d'une population. Alors, je ne vais pas ici, voyez bien les raccourcis historiques. Cette population-là est inassimilable. On l'a dit, de toute forme d'extranéité. Et donc, les étrangers seraient inassimilables. Alors, certains plus que d'autres, selon leur religion d'origine, selon leur langue. Et donc, il y a des dispositions qui visent à contraindre. Alors, on avait le contrat d'intégration républicaine, mais qui n'avait pas de caractère coercitif au sens où si, à l'issue des cours de français, ils ne maîtrisaient pas le français, pour peu qu'ils aient suivi les cours, ça n'avait pas d'incidence sur le titre de séjour. Là, cette loi prévoit que il faut non seulement qu'ils aient suivi les cours, mais qu'à l'issue des 200, 400 heures ou 600 heures, ils aient une connaissance suffisante du français. Et tout ça, la première année, dans un parcours migratoire extrêmement complexe. Vous imaginez que c'est plus facile pour certains migrants francophones que d'autres, prendre le français. Et puis, il faut quand même rappeler que ces cours de français sous contrainte, ça se fait au détriment de leur insertion professionnelle, puisque ça ne se fait pas le soir après leur journée de boulot. Ça veut dire qu'on leur demande de faire des cours de français, et en même temps, ils disent, nous, on est venus pour gagner notre vie, subvenir à nos besoins, et donc là, il va y avoir, du fait de cette loi, une grande difficulté, cette assimilation sous contrainte. Alors d'abord, il n'y a pas nécessairement tous les lieux qui permettent de faire les cours de français. J'étais dans le réseau des centres sociaux la dernière fois, ils disaient, c'est bien de poser la contrainte, mais est-ce qu'il y a partout en France des espaces où les gens peuvent aller faire les cours obligatoires? Et puis ça se fait malheureusement sur le temps de travail, avec à la fin de l'année, on regardera s'ils ont atteint les niveaux nécessaires, avec comme conséquence le titre de séjour qui viendra sanctionner ou pas leur progrès. Et puis ils doivent signer aussi le contrat d'engagement républicain. Alors on avait la loi séparatisme prévoyait que les associations signaient ce fameux contrat. Là, les étrangers, à la délivrance du titre de séjour, doivent aussi s'engager à respecter les valeurs de la République, laissant supposer que le fait qu'ils soient étrangers mettrait un doute sur et leur volonté de s'intégrer et le respect a priori des valeurs de la République. Évidemment, sur tous les postulats idéologiques, on peut retrouver dans les débats parlementaires des discours fleuves sur la fraude. Alors, les faux mineurs isolés, les faux demandeurs d'asile, les faux mariages, les fausses reconnaissances d'enfants. Évidemment, il y en a. Évidemment, il y en a. Après, la question, c'est donnez-nous des chiffres. On les demande, par exemple, sur les mariages blancs, ça fait des années qu'on demande les chiffres. On ne les a pas. On nous sort toujours les faux, les faux, les faux. Et vous voyez le problème. Partir d'un certain nombre d'hypothèses de fraude pour généraliser et considérer que tous les mineurs isolés sont des faux. Et d'ailleurs, dans la loi, on dit des jeunes qui se présentent comme mineurs. Vous voyez, c'est pas qui se présentent comme mineurs. Sur le mariage, là, on a durci les prérogatives des maires pour contrôler les mariages, laissant supposer que l'intention matrimoniale est nécessairement discutable quand il s'agit d'un Français et d'un étranger. Je redis toujours que dans l'histoire du racisme, la question des mariages mixtes a toujours été
un vrai sujet. Ça fait partie dans l'histoire de toutes les formes de racisme, la question de la mixité, l'idée qu'un étranger ou quelqu'un de telle ou telle origine puisse se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine, a toujours été, pour les racistes et antisémites, une idée très forte. Ça se traduit là par une suspicion généralisée sur les mariages. Alors je le dis avec un peu d'émotion, et ça tu le sais pas Albert, moi je suis issu d'un couple mixte de personnes qui à l'époque, heureusement, n'ont pas connu les suspicions dans lesquelles on est, parce que je pense que mon père tunisien ouvrier, quand il s'est marié avec ma mère française, aujourd'hui subirait à peu près une dizaine d'interrogatoires sur la réalité de son intention matrimoniale au moment de la publication des bans, et à chaque renouvellement de la carte de séjour, il devrait subir des entretiens sur ce mariage est-il sincère. Donc le discours sur la fraude. Évidemment, l'idée forte également, c'est que les étrangers viennent en France pour les prestations sociales. On est trop généreux, et c'est parce qu'on est généreux qu'ils viennent. Alors ça, on l'a toujours dit, et finalement même de droite et de gauche, parce qu'il y a eu des gouvernements de gauche qui véhiculaient aussi cette idée-là. Je vais rappeler par exemple que le droit de travailler des demandeurs d'asile, c'est Édith Cresson qui l'a supprimé. Et elle disait, s'il y a beaucoup de demandeurs d'asile, c'est qu'on est trop généreux, on leur donne le droit au travail pendant toute la procédure. Et donc elle disait, vous verrez, si on retire le droit de travailler, ils seront moins nombreux. Ça ne saute pas aux yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de plus en plus de demandeurs d'asile, alors même qu'on a restreint les droits. Il y a quelques années, on a dit, les mineurs isolés, c'est parce qu'on est trop généreux, on les accueille systématiquement, qu'ils sont nombreux à venir. Donc on va restreindre leurs droits, et vous verrez que le nombre va diminuer. Le nombre n'a cessé d'augmenter, mais avec des gens de plus en plus dans la précarité. J'ai faisais un petit sondage dans un petit amphi d'une réunion à Gennevilliers là, il y a quelques jours. C'est un centre social qui a organisé une réunion sur l'immigration. Il y avait quasiment que des étrangers dans la salle, et donc je leur ai posé la question, j'aurais posé deux questions. La première, c'était est-ce que vous êtes venus pour l'APL et la CAF? Il n'y en a aucun qui m'a répondu oui. Ils m'ont dit non, on est venu pour travailler, on est venu pour se mettre à l'abri des dangers dans notre pays, etc. Et puis j'ai dit, est-ce que si on vous supprime l'APL et la CAF, vous allez repartir? Et ils m'ont dit, pas du tout. Bon. J'ai même proposé, hier j'étais en école de travail social à des travailleurs sociaux, j'ai dit, puisque la loi Darmanin est rentrée, je vous propose que demain on aille à Orly et on regarde le nombre de personnes qui prennent l'avion du fait de l'entrée en vigueur de la loi Darmanin, en disant, puisqu'il n'y a plus l'APL, il n'y a plus la CAF, on doit repartir au pays. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de monde à Orly hier qui soit reparti du fait de l'entrée en vigueur de la loi. C'est très humiliant pour les gens de laisser supposer qu'ils sont venus pour des aides sociales. Il peut y avoir des effets d'aubaine, c'est-à-dire vous venez dans un pays, il y a des aides, on en profite, il n'y a pas de débat. Mais dire que c'est un élément du parcours migratoire, évidemment, c'est un postulat idéologique tout à fait discutable, en tout cas qui est prouvé par aucune étude de quelque nature que ce soit, et c'est asséné systématiquement. C'est les logiques d'appel d'air. C'est les logiques d'appel d'air. On est trop généreux, donc ils viennent. Le jour où on sera moins généreux, ils ne viendront plus. Factuellement, toute l'expérience montre que ça ne fonctionne pas comme ça, les processus migratoires. Voilà quelques éléments ou exemples idéologiques de ce qui sous-tend cette loi. Je voudrais revenir maintenant sur est-ce que cette préférence nationale ou tout ça est nouveau? Certainement pas, malheureusement. D'abord, la préférence nationale, elle est inscrite dans un certain nombre de nos dispositions législatives. Le droit de vote. Je rappelle qu'on est l'un des derniers pays d'Europe à refuser aux étrangers la citoyenneté à quelques élections que ce soit. On est l'un des derniers. Locales, européennes, ils ont le droit de voter à aucune élection. Tous les pays voisins, depuis bien longtemps. Donc, on ne les considère pas comme des vrais citoyens, alors qu'ils participent évidemment à plein d'égards à la vie locale.
La préférence nationale, elle est également posée dans les textes depuis le Front populaire sur les emplois publics. Il y a en France 7 millions d'emplois qui sont fermés aux étrangers du fait de leur nationalité. Alors toute la fonction publique, les 3 fonctions publiques, mais les grandes entreprises publiques, RATP, SNCF, La Poste, etc., etc., la CEPAM, des millions d'emplois fermés aux étrangers du fait de leur nationalité. Et quand il y a eu les traités européens, puisqu'on faisait rentrer l'Union européenne, le traité de Maastricht, etc., la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut ouvrir aux Européens? On a regardé à l'intérieur des 7 millions d'emplois, on a dit on doit ouvrir aux Européens certains emplois, sauf ceux qui touchent les fonctions régaliennes de l'État. C'est assez logique, avant d'avoir un général allemand dans l'armée française ou autre, il va se passer un petit peu de temps, par exemple. Il va se passer un petit peu de temps. Bon. Mais on a trouvé quelques milliers d'emplois auxquels même un Européen ne peut pas postuler, responsable dans la Banque de France, les services de sécurité, etc. etc. Mais c'est, 200 ou 300 000 emplois à l'intérieur des 7 millions. Vous me suivez? Donc pour vous résumer la situation aujourd'hui, une femme de ménage dans une école maternelle, si elle bosse pour une boîte privée, elle peut faire le ménage. Par contre, si elle veut être employée municipale, elle ne peut pas si elle n'est pas française. Nationalité française pour faire le ménage, nationalité française pour distribuer un courrier dans la boîte aux lettres. Par contre, si c'est une filiale privée qui vient vous distribuer, il n'y a pas de souci. Et donc voilà un exemple de préférence nationale et qui date, je vous dis, du Front populaire. Et sur lequel on continue à se battre pour permettre aux étrangers de s'intégrer. Il faut aussi qu'ils aient un accès à l'ensemble des emplois. Si vous avez 7 millions d'emplois sur 21 qui leur sont fermés du fait de leur nationalité, il ne faut pas s'étonner que le taux de chômage soit un peu plus élevé pour eux que pour d'autres quand on a cette fermeture. La préférence nationale, elle est dans le RSA. Et d'ailleurs, tous les parlementaires l'ont dit, pour étendre aux autres prestations, ils ont le RSA, la règle des 5 ans. La règle des 5 ans, elle est actée depuis des années. 5 ans de présence en situation légale pour pouvoir bénéficier de ce droit. Et donc là, l'idée, c'était d'étendre aux autres prestations cette règle-là. Je pourrais également parler du durcissement récent des prestations vieillesse, mais je vais pas aller là-dessus. Alors, simplement, et je vais finir peut-être, je vois que... Parce que j'ai pensé que le 1 minute, c'était aussi pour moi. Si on quitte la loi Darmanin, il y a quand même un certain nombre de signes qui montrent les inquiétudes que l'on doit avoir. Cette loi Darmanin, pour les raisons que je viens d'indiquer, elle est très préoccupante, mais ce qui s'est passé à Saint-Brévin, à l'occasion de la volonté par un maire de la création d'un CADA, doit nous inquiéter. Quand vous avez un centre d'accueil de demandeurs d'asile, le maire dit pourquoi pas, et là il y a eu des manifestations extrêmement violentes à l'égard du maire qui souhaitait simplement, ce n'était pas un maire engagé à gauche, c'était un maire modéré qui disait tout le monde doit faire un effort pour accueillir des migrants, et là la ville a été à feu et à sang avec des violences qu'on n'avait pas vues jusqu'alors, simplement parce qu'un maire disait on va créer une structure comme celle-ci. Ce qui se passe aujourd'hui même à Mayotte est absolument insupportable. Vous savez qu'à Mayotte, vous avez des milices qui empêchent l'accès aux préfectures depuis des semaines et que le ministère de l'Intérieur a décidé de ne pas les déloger. C'est des racistes qui sont là, qui occupent tous les services des étrangers, qui font des piquets de grève et qui disent plus une demande de carte de séjour dans les services préfectoraux de Mayotte. On attend avec impatience que le ministre de l'Ordre public envoie la maréchaussée pour les déloger, et ça fait des semaines que ça dure. Les services publics sont fermés aux étrangers à Mayotte parce que des milices sont décidées. Et j'utilise ce terme de milice parce que c'est ça qui se passe. Ils sont violents et ils empêchent les services publics d'accueillir des migrants, que ça soit dans les PMI, que ça soit dans les préfectures. Et ça, c'est absolument insupportable. On pourrait également, et je vais le redire, donner 2 derniers exemples. Ce qui s'est passé avec l'accueil des Ukrainiens montre évidemment que, pas qu'en France, en Europe, manifestement, tous les migrants ne bénéficient pas des mêmes droits et avantages. J'espère qu'on saura se rappeler que quand on veut, on peut. Les Ukrainiens sont arrivés très vite, on leur a ouvert tous les droits, sans aucune condition, immédiatement. Et ça, dans le temps même où, pour d'autres, on est en train de durcir de manière extrêmement stricte les lois. On est tout à fait capable, dans l'Union européenne, de faire preuve de cette volonté. Le dernier exemple que je voudrais donner, et vous le trouverez sur les réseaux, 5 départements
ont décidé de ne plus accueillir les mineurs étrangers. Et ils l'écrivent, ils en sont très fiers. Ils votent ça en délibération du conseil départemental, on n'en prend plus. Un des départements n'a pas dit on n'en prend plus, il a dit on n'en prend que quand il y en a un qui sort. C'est-à-dire du coup une sorte de... Alors les mineurs isolés, donc c'est des gamins qui dorment dehors. Alors les départements, pardon, l'Ain, Belfort, les Alpes-Maritimes, j'en oublie deux, je ne vais pas vous faire la liste, bon. Mais donc, alors ceux qui n'en veulent plus du tout, puis il y a un département qui dit on n'en prendra un nouveau mineur étranger que quand un sortira des dispositifs, une sorte de numerus clausus qui est assez délirant, et il faut que des associations attaquent les décisions des conseils départementaux. Normalement, dans un état de droit, c'est à l'État de faire respecter la loi. Normalement, une délibération du conseil départemental, c'est au préfet de saisir, dans le cadre du contrôle de légalité, le tribunal. Il a fallu que les associations le fassent à la place de Darmanin. Alors, on a gagné sur un département, il y a 2 recours sur d'autres, mais est-ce que c'est le rôle d'une association de faire respecter le droit dans ce domaine-là? Il me semble que non. Je vais finir et je vais conclure en disant que, voilà, on parle ici d'une certaine forme de discrimination qui est celle sur la nationalité, mais si on accepte que la couleur du passeport justifie la discrimination, alors on accepte à terme que la couleur de peau justifie la discrimination. Merci beaucoup. Il y a, comme il était pressé par le temps, il y a un point qu'il n'a pas traité, c'est la présentation du journal Plein Droit, mais on le fera au fur et à mesure. D'abord, on va commencer par des questions-interventions. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il est possible de prévoir, est-ce que vous avez déjà prévu au GISTI ou ailleurs, avec la LDH ou d'autres, une campagne grand public, on va dire ça, que nous, je crois qu'ici, on est tous convaincus que ça va pas bien. La question, c'est quel slogan grand public, quelle vidéo humoristique éventuellement, je ne sais pas, quel moyen grand public de dénoncer ce genre de choses. Voilà. De dénoncer, quoi. De dénoncer ces choses. Oui, d'accord. D'accord. Je voulais ajouter que, en fait, la difficulté à faire valoir ses droits, elle existe pour les étrangers et elle existe aussi pour les Français. Maintenant, il est de plus en plus difficile de faire valoir ses droits avec les problèmes d'Internet, avec la suppression des accueils partout. Et donc, c'est quelque chose qui me semble important, justement, dans le cadre des campagnes qui pourraient être menées pour sensibiliser les Français à ces problèmes-là. Il y a une autre question dont j'ai pu constater récemment, c'est par rapport aux métiers en tension. C'est-à-dire que pour les employeurs veulent des étrangers pour occuper ces postes-là, mais je connais des personnes qui sont en recherche d'emploi et par rapport à Pôle emploi, des copines qui travaillent dans ce domaine-là m'ont expliqué qu'en fait on ne fait aucun effort pour les Français qui souhaitent trouver un emploi en matière de formation, en matière d'information, etc., que simplement on dit, puisqu'il y a des postes à pourvoir dans le bâtiment ou dans la restauration, donc allez le bosser là-bas, alors qu'on ne s'interroge pas sur leur profil, sur leurs compétences, sur leur expérience. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut permettre de populariser les problèmes qui sont rencontrés à ce niveau-là. Après, on parle des métiers en tension, mais il y a aussi le médecin étranger. Comment se fait-il que j'ai entendu dire récemment qu'on faisait passer aux médecins étrangers un concours très sélectif et que ceux qui ne réussiraient pas à passer les épreuves seraient renvoyés, seraient privés de leur droit au séjour. C'est quelque chose qui, là aussi, peut sensibiliser, je crois, la population française. Parce qu'en plus, ils connaissent bien, ils savent bien, quand ils vont dans les hôpitaux, que s'il n'y avait pas
beaucoup, mais ça va aller. Que s'il n'y avait pas les médecins étrangers, ils seraient très en difficulté. Alors, je pense que par rapport à ça, il y a quand même une prise de conscience au niveau des syndicats, et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer dans le bon sens. Et puis après, c'est une toute petite question. J'ai entendu dire incidemment que 40% des OQTF, obligations de quitter le territoire français, concernaient des Algériens. Et je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou infirmer, parce que ça m'a semblé énorme comme chiffre, et je ne sais pas. Voilà. C'est tout. C'est respecté? Oui, très bien. C'est resté 13 secondes. Mais moi, si je laisse 2 minutes, c'est vrai que ça comprend. Il n'y a pas de marché aux minutes. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de marché aux minutes. Je vois déjà des gens qui voudraient revendre leurs minutes qu'ils n'ont pas utilisées. Non, c'est impossible. Ni donner, oui, on commence par donner, après on vend. Frédéric. Je vous poser une question, madame. C'est pas vraiment une question. Oui, bonjour à tous. Il se trouve que moi je vis et milite en Bretagne et à Paris. Mais bon, voilà. En 2015, il y a bientôt 10 ans, nous avons eu l'accueil en urgence des réfugiés syriens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça a été une vague importante de réfugiés. Et n'oubliez pas qu'en Bretagne, précisément, parce que je pense que ça s'est surtout passé là-bas, nous avions les fascistes du groupe Brezatao qui ont manifesté, menacé, empêché les comités d'accueil de se créer, menacé les maires, dévasté certaines mairies. Nous avons dû faire des contre-manifestations où on prenait des gros risques parce qu'ils étaient déchaînés contre nous. Et finalement, les maires n'ont pas plié. Un certain nombre d'entre eux ont même, contre vents et marées, ouvert des lieux d'accueil dans des, vous savez, les espaces réservés à l'accueil d'urgence, qu'ils soient pour les réfugiés ou pour les gens du bled. Hein. Et donc nous avons comme ça pu monter des comités d'accueil un peu partout en Bretagne, et on était vachement fiers. Mais il ne faut pas oublier que ça recommence actuellement. Donc il y a vraiment, c'est quelque chose qui existe depuis au moins 10 ans, si ce n'est avant. Et la victoire quand même que nous avons portée aussi, c'est que Brezatao a été interdit. On a supprimé leur droit à publication d'un journal. Ils ont été interdits sur une page Facebook. Donc vraiment, ça a été un gros boulot de mobilisation et de l'extrême gauche comme de la gauche traditionnelle, hein, parce qu'on était tous unis. Voilà, j'avais envie de le dire parce que... Mais en même temps, ça, comme dit l'autre, ça recommence. Donc voilà. Merci. Oui. Juste à propos de l'accès aux préfectures, j'ai trouvé une citation vraiment percutante, une femme de ménage citée dans Libération qui disait « Même dans les préfectures qui nous interdisent, qui nous refusent le droit au séjour, c'est nous qui faisons le ménage. » Voilà, dans les bureaux où on nous interdit. Il y a un aspect terrible. Il y a des gens qui deviennent sans papier, qui deviennent hors... parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le rendez-vous. Vous le savez, ce phénomène. Et il y a des dizaines et des centaines d'avocats dont le travail consiste à faire des procédures contre l'État pour simplement qu'ils puissent avoir un rendez-vous dans le temps. Donc des tas de gens deviennent irréguliers tout simplement parce que tout est fait pour qu'ils le deviennent. Et le deuxième petit point, il a été question des médecins étrangers à juste titre, mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aide médicale d'État. Oui. L'aide médicale d'État qui est un symbole vraiment, comme le mariage, de l'accueil ou de les étrangers qui amènent des maladies, qui viennent ici pour se faire soigner, etc. etc. Or, vous savez que sur ce point, on verra ce que ça donne, ça a été enlevé de la loi Darmanin telle qu'elle a été votée, en échange d'un engagement écrit de Madame Borne envers les gens de LR, de retraiter cette question en 2024. Et les gens de LR, dont la seule, je dirais, dans le seul point d'existence est la lutte contre l'immigration, même parfois d'une certaine manière pire
dans le langage que le RN, qui n'a pas besoin de ça pour qu'on sache qu'il est contre les immigrés, veut interpeller le gouvernement pour obtenir une limitation de l'aide médicale d'État, alors même que toutes les sommités, toutes les sociétés scientifiques, des milliers de médecins ont dit que c'était une mesure catastrophique de supprimer l'aide d'État. Je m'arrête et je revends 30 secondes. Voilà, pardon. Je vais repartir de la dernière remarque sur l'aide médicale d'État qui va me permettre de reprendre la première, sur comment communiquer dans le grand public. L'exemple de l'aide médicale est intéressant parce que quand on veut détruire l'aide médicale d'État, on dit c'est 1 milliard chaque année à la charge du contribuable pour des gens qui sont en situation illégale, alors que vous et moi, Français, on est obligés de prendre une mutuelle, et eux, c'est all-inclusive. Hein, ils peuvent se faire soigner aux frais de la princesse. Ça prend 15 secondes pour asséner cette idée-là en boucle. Et après, ça prend 5 minutes pour la déconstruire. Le problème, évidemment, c'est que communiquer dans le grand public face à des rouleaux compresseurs idéologiques, c'est facile d'être raciste. Rappelez-vous, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés en une phrase, et après, il nous faut un petit peu de temps. Alors, par exemple, sur l'aide médicale d'État, il y a on va oublier 2 secondes l'intérêt des personnes, finalement. Sur un terrain santé publique, Simone Veil avait déjà dit à l'époque, quand il y avait l'équivalent de l'aide médicale d'État qui avait failli être supprimé par Pasqua, elle avait dit, si on ne les soigne pas pour eux, soignons-les pour nous. Donc déjà, est-ce qu'un pays peut s'offrir le luxe d'avoir 400 à 500 000 personnes non soignées? Et logique de santé publique, ça serait de la folie. Et par ailleurs, économiquement, il y a des pays qui l'ont retiré, qui l'ont remis. Pourquoi? Parce que si vous retirez l'aide médicale d'État, les gens ne peuvent plus aller voir un médecin ou une pharmacie, et leur situation médicale se dégradant, ils arrivent aux urgences, ça embolise les urgences à des prix qui font largement exploser le chiffre qu'on vient d'indiquer. Mais il faut tout de suite un petit peu plus de temps pour déconstruire des pensées racistes qui sont par définition simplistes. La question sur comment on peut communiquer dans le grand public, c'est une vraie question qu'on se pose. On n'est pas bon là-dessus pour une raison simple. D'abord, au GISTI, nous on est tous avocats, juristes, profs de droit. On n'est pas super bon. On n'a jamais été très très bon dans la communication. C'est pas notre cœur de métier. Et donc, là, je notais quelques idées fortes. Comment réussir à toucher l'opinion en sachant qu'en plus, vous l'avez compris, les médias, la pensée raciste, aujourd'hui, elle a quand même pignon sur rue. Vous avez des chaînes entières. Et donc, si c'est pour aller sur un plateau télé, avoir 2 secondes face à une pensée aussi facho et largement défendue, on refuse d'y aller. On va dans des médias que peut-être personne n'écoute, France Culture, des trucs où on a un petit peu de temps. Non, mais je dis que personne n'écoute pour provoquer, parce que on essaye de diffuser dans des espaces où on a un petit peu de temps ces pensées complexes. Mais peut-être qu'il faudrait... On s'est posé des fois la question, être un peu pétassier dans nos communiqués, faire un peu dans le cash, dans le trash. On n'ose pas trop, c'est pas notre culture, mais des fois, on aurait peut-être envie d'être un peu plus provoque et renverser les arguments de manière absolument... voilà, bon. Qui soignera nos vieux? Si demain, il n'y a plus les étrangers, on peut faire des trucs un peu comme ça. C'est pas notre culture, mais La question que vous posiez de droit des étrangers, droit des Français, évidemment, il ne s'agit pas d'opposer les deux, mais... On va prendre l'exemple de la dématérialisation. Évidemment, il y a plein de personnes qui aujourd'hui sont confrontées à la rupture numérique. Mon métier principal, c'est de faire de la formation auprès de travailleurs sociaux. Donc je vois bien que des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, cette logique de la dématérialisation des services publics, elle touche tout le monde. Mais elle touche plus les étrangers. D'abord parce que ça a commencé par eux. Et souvent, les étrangers servent de laboratoire à des choses qui s'étendent. Dans les préfectures, on a supprimé les agents des préfectures, services des étrangers pour dématérialiser, mais ça commence à toucher d'autres services des préfectures. C'est la question du service public qui est posée. Et la petite différence, si vous voulez, entre un Français, moi, qui galère pour faire mon changement de carte grise sur Internet, et l'étranger qui galère pour renouveler sa carte de séjour, c'est que moi, je vais avoir un problème juste avec ma carte grise. Mais si vous n'arrivez pas à renouveler votre carte de séjour, votre problème, ça ne va pas être que la carte de séjour. Ça va être que vous vous faites virer, ça va être que vous perdez tous vos droits sociaux. Donc l'impact
de la restriction de l'accès aux services publics pour les étrangers est malheureusement souvent beaucoup plus conséquente que pour chacun d'entre nous qui pouvons parfois galérer. Bon. Mais tu l'as dit, Albert, on a maintenant au Gisti des avocats qui ne font plus que du contentieux de la prise de rendez-vous. Ma coprésidente, elle disait quand elle a commencé à faire du droit des étrangers, elle faisait des recours contre les OQTF. Maintenant, 100% de son emploi du temps, c'est de faire des recours pour condamner la préfecture à ce que la personne ait un rendez-vous, sachant que c'est la même préfecture qui ensuite va recevoir votre démarche. Donc dans les relations avec la préfecture, c'est mal barré si vous l'avez fait condamner simplement pour arriver au guichet. Vous voyez l'ambiance? Alors si votre dossier il est solide, ça va, mais si le dossier il est déjà fragile et que vous avez fait condamner la préfecture juste pour avoir le rendez-vous, l'ambiance va être tendue pour la suite. Et vu que là il y avait un copain avocat du Gisti, là, Bernard Schmitt, qui est dans un coin, tu pourras confirmer à ta place cette question. Les OQTF, alors j'ai pas le chiffre des pourcentages d'Algériens, c'est pas impossible que ça soit ça. Bon, par contre, ce que je peux dire, l'un des grands axes de la loi Darmanin, c'est on va multiplier les OQTF, retirer les titres de séjour à plein de catégories de personnes. Je voudrais simplement redire que le prononcé d'une OQTF, c'est une chose, l'exécution de l'OQTF, c'est autre chose. Ça, ils ont mis du temps à le comprendre. Et pour pouvoir faire exécuter une OQTF, il faut avoir des relations diplomatiques. Avec le Maroc, en ce moment, c'est tendu. Avec l'Algérie, c'est tendu et on ne peut pas trop gueuler parce que c'est soit le gaz algérien, soit le gaz russe. Avec le Burkina, c'est très tendu. Avec le Mali, on ne discute plus. On va reconduire vers la Syrie, c'est un peu compliqué. Vers l'Afghanistan, c'est un peu compliqué. Donc une fois qu'on aura retiré les titres de séjour aux gens, on va les envoyer où si l'état de nos relations diplomatiques avec les pays d'origine font que de toute façon, et on l'a vu, rappelez-vous, Iqiyoussen, l'imam marocain, Darmanin avait dit, lui, je vais lui faire la peau, je vais le reconduire. C'est un feuilleton de 6 mois, cette affaire-là. Le Maroc a dit, on n'en veut pas. Gardez-le. Alors, il est parti se balader en Belgique, il a machin, etc. 6 mois sur un dossier d'une personne. Donc, les sorties qui consistent à dire on va retirer les titres de séjour, on va augmenter les obligations de quitter le territoire, obligent à poser la question des relations internationales. Pose d'autres questions, évidemment, l'intérêt des familles, etc., etc. Je ne vais même pas... Mais on va se retrouver avec de plus en plus de gens qui sont dans des situations, ce qu'on appelle nénini. C'est-à-dire, on leur a retiré le droit au séjour, mais ils vont rester là. Et vous savez quoi? Puisqu'ils n'ont plus de titres de séjour, ils n'ont plus de droits sociaux. Donc, pour subvenir à leurs besoins, il n'est pas impossible qu'un jour ils commettent un délit. Ça tombe bien, c'était ça que l'on voulait écarter. Hein, ça s'auto-alimente. Donc voilà, j'ai pas le chiffre des Algériens pour lesquels il y a un prononcé d'OQTF. C'est pas impossible que ça soit effectivement un bon tiers des OQTF. Ça serait pas impossible. J'ai pas vérifié là. Je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, sur les médecins étrangers, quand même redire qu'il y a plus de médecins béninois et togolais en France qu'au Bénin et au Togo. Donc ça pose aussi quand même une question. Donc quand on dit on va régulariser certains métiers, et en particulier les médecins, ça pose aussi la question de qu'en est-il dans leur propre pays. Et quand il n'y a plus de médecins dans leur pays et qu'il n'y a pas de médicaments dans leur pays, il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent ici en disant puisque le médecin de mon propre pays, il n'est pas dans mon pays, et que les médicaments ne sont pas dans mon pays non plus, à un moment donné, il est logique que les gens se disent, si je veux me faire soigner, c'est ici. Pas régulariser les médecins togolais. Non, il faudrait faire que les médecins togolais au Togo puissent exercer, etc. C'est pas... C'est la question de comment on parle au grand public. Oui. On parle du déséquilibre qui fait que dans des tas de pays, il n'y a pas les structures et il n'y a pas les médicaments. Mais les médicaments, il n'y en a pas non plus en France. Hein. Il y a plein de médicaments qui sont... Merci la Chine. Voilà. Oui. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à ou lever la intervenir, main ou à intervenir. Il y en a d'autres.
J'ai vu le copain avocat, tu fais du contentieux de la dématérialisation, Bernard? Peu, parce que c'est très ingrat. Alors j'ai vérifié, j'étais étonné, je ne croyais pas aux 40%, mais il y a un article du 9 janvier qui dit que 44% des OQTF sont pour les personnes de nationalité algérienne. Donc c'est même plus. Ça m'étonne, je ne m'y attendais pas. C'est énorme. Oui, juste parce que tu m'as interpellé. Alors j'en fais de contentieux dans la dématérialisation, mais c'est très technique, c'est assez ingrat. J'en ai fait, mais c'est vrai, c'est un peu en diminution, parce que maintenant, comme il y a une condamnation par le Conseil d'État du 3 juin 2023, je crois, de l'État, ils ont ouvert quelques voies alternatives. Donc maintenant, il y a certaines préfectures dans le Val d'Oise où tu peux déposer par lettre recommandée, ou par colis recommandé. Il y a d'autres préfectures qui ont ouvert des adresses e-mail et tu envoies le dossier par mail. Donc ça, c'est un peu décrispé depuis 6 mois, 1 an. Et donc je confirme le chiffre des 40%. Ouais. Je ne m'y attendais pas, mais c'est plus de 40% même des personnes. Je repasse la parole dans la salle, mais cette décision du Conseil d'État est importante. On s'est battu plusieurs associations pour que le tout numérique soit plus posé. C'est-à-dire qu'il y ait toujours la possibilité, dans quelques administrations que ce soit, d'avoir une entrée qui permet aux gens de... Et quand on mène ce combat-là pour les étrangers, on le mène pour les Français. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs dans la loi au départ, la dématérialisation 100% n'était pas possible. Ils l'ont mis en place pour les étrangers. Et puis ensuite, ils l'ont étendu 100% de dématérialisation pour nombre de démarches. Et quand on a obtenu gain de cause, tu as donné la référence de cet arrêt du Conseil d'État, le Conseil d'État rappelle un principe qui s'applique autant aux Français qu'aux étrangers. On peut dématérialiser, on doit permettre à toute personne de faire une demande autrement que de manière numérique. Donc c'est des combats qui peuvent être importants pour tout le monde, et pas que. Donc, quand vous devenez fou devant votre ordinateur parce que vous n'arrivez pas pour telle ou telle administration, adressez-vous au Conseil d'État. D'abord au tribunal administratif. Au tribunal administratif d'abord, bien sûr. Il reste encore 15 minutes pour cette partie du débat, si d'autres personnes ont des questions. Ou sinon on peut... Oui. Merci pour toutes les précisions que tu nous as données. Moi, je crois qu'il y a... Enfin bon, évidemment, la loi est promulguée. On peut considérer que c'est évidemment un échec pour nous, mais je pense quand même que les manifestations, et notamment ce qui s'est passé dimanche dernier, ouvrent un espoir, parce qu'il y a eu une mobilisation pas suffisante, c'est jamais suffisant, mais non négligeable, à dimanche en plus. Hein. Je sais que moi j'habite Nantes, à Nantes il y avait 5000 personnes à 11h du matin, hein, ce qui n'est pas évident, et surtout c'était une manifestation très large, très unitaire. Et dans la situation qu'on connaît, dans laquelle je ne vais pas insister, de division des mouvements progressistes, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je crois que c'est une initiative où la CGT et la CFDT ont été très partie prenante avec les deux secrétaires générales femmes. Et je pense que là, on a quelque chose qui montre un... Enfin, moi, je sais qu'à Nantes, par exemple, les gens étaient contents de se retrouver assez nombreux. Hein. Donc, un petit peu d'espoir quand même dans cette triste période. Si tu permets juste, je pense que c'est toutefois extensible parce que la CGT et la CFDT avaient effectivement appelé au 21 janvier à Paris, mais la masse des adhérents, ça n'a rien à voir avec la mobilisation sur les questions telles que les retraites, etc. C'est incomparable. Et la partie des adhérents de la CGT ou des gens qui suivaient les drapeaux CGT, alors en proportion, il y avait beaucoup plus de travailleurs immigrés, avec ou sans papier sans doute, que d'autres. Donc ça reste, mais il y a une ligne d'horizon parce qu'il faut rappeler qu'il y a un quart de siècle en 1997 contre la loi Debré. Ça marquait juste le tournant de la CGT sur la question, parce que dans les années 80, et surtout au début des années 90, la position officielle de la CGT, c'était arrêt de l'immigration pour empêcher le dumping entre salariés. Et la CGT a fait un tournant au moment de l'occupation de Saint-Bernard, et puis d'abord Saint-Ambroise, pas loin d'ici, et puis Saint-Bernard, à partir de mars 1996. À l'époque, c'était des dizaines de milliers de syndiqués qui manifestaient. On n'est malheureusement absolument pas à ce niveau aujourd'hui. Mais à l'époque, sur la loi Debré, il y avait 150 000 personnes. Alors là, le dimanche dernier, c'était 150 000 en France, d'après la CGT. À l'époque, c'était 150 000 à Paris, à Gare de l'Est, le 22 février 1997 contre la loi Debré. Donc c'est
La progression est possible, mais elle est malheureusement aussi nécessaire. Et il y aura d'autres appels. J'ai entendu d'un appel au 3 février, c'est ça? Donc je pense qu'il faut encore continuer, d'autant plus qu'il y a une victoire partielle, il y a quand même annulation, même si c'est en partie pour des raisons de technique juridique, d'une partie non négligeable de la loi, et puis le combat doit continuer. Là, du coup, on a des problèmes de fermeture éclair. On a 3 hommes qui ont parlé les uns après les autres. Au début, c'était 3 femmes. Oui, alors sur les médecins, dont l'exemple était les Togolais, il faudrait quand même réfléchir au fait que beaucoup de médecins ou certaines professions médicales, eh ben, ils ont, je dirais, la même souffrance de devoir quitter leur pays, surtout quand ce sont des régimes bureaucratiques et militaires comme l'Algérie, puisque je connais bien l'Algérie, je suis d'origine algérienne. C'est pas par plaisir. Le risque qu'il y a, et on le voit, les conséquences, c'est qu'en durcissant les possibilités de certains immigrés de venir en France, on commence à constater, par exemple pour l'Algérie, que on va prioriser l'enseignement de l'anglais sur le français. Déjà, avec le problème qu'on a entre le tamazir et l'arabe classique. Et il faut savoir aussi ce que peu savent, que beaucoup de jeunes Algériens diplômés, parce qu'il y a un travail des États-Unis et quelquefois du Canada, immigrent, ne cherchent plus à immigrer en France. Voilà. Donc les conséquences, c'est quoi? Ça veut dire que les relations au niveau du bassin méditerranéen, que ce soit en termes commercial ou autre, et ben là aussi, l'État français, ou ce que peut permettre de bonnes relations, en subiront des conséquences économiques. C'était juste une petite remarque que je voulais faire. Le deuxième, est-ce que vous auriez les éléments justifiant ce pourcentage assez gros des 40% d'Algériens pour les TF? Bonjour, moi c'est pas du tout une question, je voudrais juste dire merci parce que je trouve que votre exposé est vraiment clair, net et qu'on a besoin de ça, on a beaucoup besoin et je crois que ça répond aussi à Martine d'une certaine manière dans qu'est-ce qu'il faut faire, on est en train de réfléchir du coup à être plus dans la communication, bien sûr qu'il faut réfléchir à ça, mais je crois que insister sur la dimension idéologique comme vous l'avez fait, c'est-à-dire que à travers tous ces éléments, la fraude, le terrorisme, etc., c'est la droite, voire l'extrême droite, qui parle à travers ces histoires-là et qui vise à la criminalisation finalement d'un groupe humain, c'est-à-dire d'un groupe de nos, voilà, des gens qui vivent parmi nous. Je pense que ça c'est important et de le dire bien et de le dire comme vous l'avez fait. Voilà, merci. Merci. Oui, bien sûr, puisque Martine, et puis, ça sera je pense que ces informations précises et très musclées, enfin très bien faites, quoi, elles doivent nous aider à trouver les slogans. Et je milite pour la création d'une cellule vidéo commune à toutes les associations qui travaillent sur les questions de droit des étrangers ou de droit tout court aussi. Ah non, mais il faut une cellule vidéo, hein, c'est évident, moi, et qui va inonder YouTube et je sais pas quoi d'autre. Voilà. Vidéo, alors, moi, j'ai trois petites remarques, justement. On va avoir une opportunité. Il y a les Jeux Olympiques. On va célébrer l'universalisme. On va avoir des discours bien pensants. Et je pense que c'est le moment. 2024 sera l'année des JO et de l'entrée en vigueur d'une loi scélérate qui vise à durcir les venues des étrangers. Je trouve qu'il faut qu'on joue de ce paradoxe-là, parce que j'entends déjà le discours d'ouverture des Jeux Olympiques par notre chef d'État,
Et puis ensuite, les Paralympiques. Il faudra rappeler au moment des Paralympiques que là, ils ont essayé de restreindre l'allocation adulte handicapé pour les étrangers. Donc, je pense que dans le discours autour des JO, il y a là une sacrée opportunité pour dire l'universalisme, c'est bien tous les 4 ans, et puis c'est bien le reste du temps quand on est soucieux de l'accueil de l'autre. Première remarque. Deuxième remarque, ça a été dit, malheureusement, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé, vous l'avez compris, sur le fond, sauf une ou deux dispositions, et en vérité, la préférence nationale qui était dans le texte, dans les dispositions dont je vous ai parlé, on ne sait pas finalement ce qu'en pense le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que la droite dit revenons à la charge en mettant la disposition dans le bon texte législatif. Et donc moi j'ai une inquiétude évidemment, et mon inquiétude c'est surtout que j'ai lu sur les réseaux, là hier, avant-hier, je prends l'exemple de l'UNIOPS qui fédère les structures sociales, ils disent on a gagné, le Conseil constitutionnel a annulé la préférence nationale. Mon inquiétude c'est que les quelques mobilisations qui ont commencé à émerger, en particulier dans les services sociaux, les acteurs des services sociaux, les grands disent « Oh, c'est bon, on rentre, on a gagné ». Non, non, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Donc le combat doit continuer parce que la droite, elle continue à mener le combat le soir même. Ils annonçaient référendum, machin, etc., etc. Donc le Conseil constitutionnel, c'est un petit épisode. Je crois qu'on a quelques belles manifs devant nous. On en a cité une. La toute dernière remarque, ça me serait difficile de reprendre la question des chiffres sur les Algériens, mais ce qui est intéressant sur l'immigration choisie, parce que du coup, toute l'immigration de travail, c'est l'histoire de l'immigration choisie. Rappelez-vous, ça avait commencé avec Sarkozy. Immigration choisie, il faut qu'on fasse venir une immigration qu'on a sélectionnée, etc. Moi, j'ai de la famille en Tunisie. Les Tunisiens qui sont diplômés, le Canada leur propose la nationalité et un logement. Et la France leur propose, dans la loi Darmanin, une carte de séjour d'1 an sans faire venir leur famille. Eux aussi, de temps en temps, ils sont utilitaristes, ils disent « Votre loi nous propose que ça, les autres nous proposent un pont d'or. » Donc même sur ce terrain-là, qui est celui de l'utilitarisme, franchement, c'est ridicule. Qui va venir, quand vous êtes diplômé et que vous avez une bonne qualification, accepter de bosser avec une carte d'1 an dont vous ne savez pas à quelles conditions ça va être renouvelé, alors que d'autres pays vous font un pont d'or. Et donc ils ont raison, les Algériens, d'aller au Canada ou aux États-Unis. Et moi, j'invite plein de migrants qui sont bardés de diplômes que je rencontre en Tunisie, en leur disant, il y a d'autres pays qui seront plus accueillants à votre égard. Vraiment un anti-national, toi. C'est transmis à la préfecture. Puisque c'est filmé. Je saboterai. Oui. On va s'arrêter. On remercie vraiment encore une fois Christophe, vraiment bravo.